Bonjour, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis RH chez Bilix et j'ai eu un cursus en psycho et donc je suis aussi membre de la British Psychological Society. Concrètement, c'est l'ordre des psychologues britanniques. Au cours de mon parcours en psycho, j'ai effectué moi un stage à un moment donné à l'hôpital en France, dans un service du coup d'addictologie, en hôpital de jour. Et nous, on s'était servi à l'époque du coup de la communication non violente avec nos patients. Donc ils avaient 2 heures d'atelier, de formation et de pratique. Donc un créneau de 2 heures par semaine pendant 8 semaines. Et moi, j'avais été impressionné à l'époque par les résultats sur nos patients, mais aussi tout simplement par l'outil que je trouvais vraiment intéressant pour avoir une communication de qualité. Et c'est vrai qu'en même temps, en parallèle, moi, je m'étais un peu spécialisé aussi sur tout ce qui était en lien avec le bien-être au travail, comment la psycho pouvait apporter à ça. Et j'ai vu aussi dans pas mal d'enquêtes, notamment des enquêtes même surtout en France, dernièrement, qu'il y a une corrélation positive assez importante entre la qualité de communication dans les structures et la motivation et le bien-être au travail. Sur nos métiers, d'autant plus, côté BDX, donc tout ce qui va être product management, product design, on travaille constamment en équipe. C'est beaucoup de collaboration, de coordination qui implique forcément de la communication. Parfois un peu trop, peut-être pour certains, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réunions et d'échanges et c'est important du coup dans ce cadre-là, d'avoir une communication de qualité pour assurer le bien-être au travail, mais aussi la motivation de tout le monde, sur les produits, sur les projets. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler, moi, de la communication non violente, parce que pour moi, c'est vraiment un outil de communication de qualité. C'est vrai que moi, j'avais un peu flashé dessus, quand j'étais en stage. Je m'étais dit que c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre à l'école, dès tout petit. Peut-être un jour, peut-être bientôt. Donc pour, commencer un peu sur ce sujet, ce que je voulais vous proposer, dans un premier temps, c'est de revenir un peu sur les grands courants, du coup, de la psychologie. Alors c'est pas pour faire un cours de psycho, c'est parce que c'est important pour moi, du coup, de poser un peu le référentiel et de montrer comment, cette, méthode, elle a été créée, comment elle est apparue. C'est un point important parce que la psychologie, pour tout le monde, c'est quelque chose de différent. Même si vous allez voir un psychologue demain, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont parlé sur un divan, d'autres qui ont fait des exercices. Il y a plein de choses différentes. Ensuite, on pourra venir du coup sur la définition de ce que c'est la communication non violente et pourquoi j'ai accroché non violente, parce qu'en fait, c'est une appellation copyrightée. Et ensuite, on viendra vraiment sur le cœur pratique de cette méthode qui est l'OSBD. Donc, c'est vraiment la méthode de Marshall Rosenberg qui en déduit du coup de ce principe. Et après, on verra quelques articles sur des études, des expériences qui ont eu dans plusieurs pays, donc dans des contextes culturels différents pour voir, vraiment, de manière empirique, ce que ça apporte, ce que ça a pu apporter et concrètement, vraiment les conséquences qu'il peut y avoir, positives et on fera nous aussi une petite mise en pratique, à la fin, avant justement d'arriver, sur le côté questions-réponses. Donc pour revenir sur les grands courants, de la psychologie, c'est un point important et je sais que, ayant fait ce cursus, quand j'en parle avec des gens, j'ai toujours des feedbacks différents, des expériences, avec des psys, pour reprendre, ce mot qui veut pas dire grand-chose parce qu'il y a plein de psys différents. Donc sur l'aspect vraiment psychologie, vous avez plusieurs grands courants. Là, j'en ai pris 8, mais en fait, il y en a même plus. C'est une question d'obédience. C'est un peu, comme dans la philosophie. Vous allez avoir des thèmes, des théories, ce qui n'est pas très connu, ce que tout le monde ne sait pas toujours, c'est qu'en fait, en France, où c'est très principalement des universités qui forment à la psychologie, chaque fac a parfois une obédience. Alors, par exemple, si je prends l'université de psychologie de Bordeaux, c'est plutôt majoritairement des théories, des gens qui sont sous l'obédience behavioriste. Par exemple, l'université de Diderot, Paris 7, eux, c'est plutôt psychanalytique et tout ce qui va être autour des théories de Jung notamment. Vous avez aussi, à Lyon, où ils sont aussi plutôt sur, de la psychanalyse. Donc pareil, l'obédience cognitiviste, elle va beaucoup ressortir à l'université de Grenoble. Donc quand vous allez voir un psychologue, par exemple, pour revenir sur cet aspect-là, suivant, là où il a été formé, il y a des chances que parfois il soit plutôt, formé sous un référentiel qui est sous une obédience, donc sous une vision de la psychologie. Donc ça a pas mal de répercussions. Pour, sans faire un cours de psycho, mais pour vous donner quand même une idée du contexte, le courant behavioriste, donc c'est, du coup, ça vient de l'anglais, ça vient effectivement du comportementalisme. Ça va être différent de tout ce qui est, principe de conscience, d'introspection, qu'on dit mentaliste. Là, on est vraiment sur un aspect, entre guillemets, «scientifique comportemental». On va regarder vraiment l'influence qu'il va y avoir entre des stimuli, de l'environnement sur nous.
Donc on va analyser justement, les corrélations qu'il va y avoir. C'est ce qui a amené notamment, tout ce qui va être concept lié au conditionnement et d'éducation par récompense ou par punition. Ça, c'est du behaviorisme. Quand on nous propose quelque chose de positif après un comportement, du coup, ça nous donne envie de le répéter. C'est cette théorie-là. Le courant psychanalytique, c'est celui dont on entend le plus parler parce qu'il y a un peu toute la magie autour de Freud, de toutes les images qu'on s'en fait avec le divan. Enfin, c'est souvent, les verbatims et les icônes qui ressortent souvent déjà de psy. Concrètement, le courant psychanalytique qui est, assez important en France, mais qui est très rare, dans les pays anglo-saxons. Quand j'ai étudié moi après au Royaume-Uni, on n'en parlait plus du tout, on n'en parlait pas. C'était presque un tabou, pour, de ce côté-là. Donc, et encore, c'est encore pire aux États-Unis. Donc, c'est un courant là qui est plus connu, qui effectivement sur tous les mouvements, les principes, les notions qu'on connaît de pulsion, de conscient, d'inconscient, hem et même c'est un mouvement tellement important, notamment sur le début du XXe siècle, qu'il va même y avoir plusieurs courants à l'intérieur des psychanalytiques. Vous allez avoir Freud, Jung que je citais tout à l'heure, Lacan aussi, Adler principalement, et qui chacun ont une vision vraiment différente de comment justement interagissent toutes ces pulsions. Donc même là, pareil, pour revenir sur ce que je disais en amont, quand vous allez voir un psychologue du courant psychanalytique, suivant même quel théoricien il a pour référentiel, il va derrière pas dérouler de la même manière en fait pour son approche thérapeutique. Donc ça, c'est un aspect aussi qui est important à prendre en compte. Ensuite, on a l'aspect humaniste que j'ai souligné parce que justement, notre sujet d'aujourd'hui, il vient de ce courant-là, de l'approche humaniste. L'approche humaniste, concrètement, je l'ai noté ici, c'est pour ça que c'est la seule que j'ai laissé afficher. Concrètement, c'est un courant en fait qui est basé sur une vision positive, comme je l'ai mis, de l'être humain, proposer justement après des approches thérapeutiques et basées vraiment sur nos ressources, et nos forces plutôt que des dysfonctionnements, des pathologies. C'est ce qu'ils appellent notamment, l'enrichissement de la vie. En fait, ça se base sur le fait que la pulsion qu'on a d'agir positivement, de produire positivement des interactions avec les autres, c'est ça qui est le plus fort chez nous, en tout cas chez l'être humain. Et vous comprendrez mieux après du coup comment ça se met en place avec le SBD. Mais c'est vraiment le cœur thérapeutique de cette thérapie, de ce courant, pardon, qui est assez proche d'un autre courant que j'ai pas noté, qui s'appelle la psychologie positive, qui est un courant qui est apparu, en 1998, en fait, au congrès de l'APA. C'est en gros le l'ordre des psychologues américains et la personne à l'époque, Martin Seligman, qui était le président de l'ordre, justement, a dit que la psychologie devait s'intéresser davantage à comment, améliorer le fonctionnement optimal et positif, donc le bonheur, le bien-être des individus, plutôt que de se focus sur, ce qui n'allait pas, le côté pathologique. Et là, on va dans le même sens. On va vraiment dans le côté positif de comment on va se baser sur ce qu'il y a de pulsions positives, constructives, pardon, progressistes chez les individus. Ensuite, on va avoir le courant gestaltite. Alors là, c'est un peu différent. C'est un courant qui a beaucoup pris en Allemagne. C'est pour ça que du coup, en fait, ça vient de Gestalt, qui est d'ailleurs différent de la thérapie de la Gestalt dont on entendait beaucoup parler à un moment donné. Gestalt, ça veut dire forme en allemand. Et en fait, c'est une approche qui va reprendre, pour l'imager facilement, tout ce que vous allez voir parfois, je pense, sur internet, les illusions, où on va avoir parfois où on peut uniquement voir, un canard ou un lapin, toutes les petites illusions comme ça. En fait, c'est un courant, holistique qui va du coup présumer que, on voit notre environnement de manière unifiée et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de voir, le canard et le lapin en même temps. On perçoit de manière globale les choses et pas en les additionnant. Donc, c'est un courant qui peut utiliser, dans la pratique, en tout cas thérapeutique, aujourd'hui en France, mais à un moment donné qui était quand même assez important en Allemagne, notamment sur des expériences cognitives. Vous avez aussi après la pratique systémique, donc là c'est, un paradigme, comment dire? C'est une approche qui est assez différente, qui est plus ancienne aussi, concrètement où ici, en fait, on va vraiment voir comment les interactions entre tous les individus d'un groupe, derrière, peuvent mener à une situation. Concrètement, on est sur une logique circulaire. Ici, la personne qui a un problème, c'est le symptôme d'un problème dans son groupe social et l'idée, c'est de pas en faire un bouc émissaire. C'est pas de dire: «Lui, il va mal, donc c'est lui le problème». C'est qu'il y a peut-être plein de petites interactions. Donc c'est souvent utilisé dans des thérapies familiales, pour être concret, où on va dire justement qu'une personne qui a un problème d'addiction, qui, peut avoir d'autres types d'ailleurs de pathologies, ça vient pas forcément, entre guillemets, «d'une faiblesse qu'il pourrait avoir»,
mais ça peut venir justement, de plein de petites, interactions avec, d'autres personnes de son groupe social qui peuvent ensuite le conduire à avoir, du coup, lui, ce symptôme qui émerge chez lui. C'est un courant qui est pas mal utilisé, notamment dans les thérapies familiales et qui est assez intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui va être plus à creuser parce qu'il est beaucoup plus récent. Il vient plutôt du coup de la fin du XXe siècle. Donc, c'est quelque chose de je pense d'assez prometteur. Vous avez, après du coup le courant cognitiviste qui est, là aussi assez connu. Il a été pas mal popularisé, notamment par tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale. Donc, lui, il est opposé au behaviorisme, mais il reste dans une approche assez scientifique, concrètement du coup de la psychologie. En fait, il va analyser vraiment les processus mentaux, les logiques qu'on va avoir. Donc il va y avoir, par exemple, l'étude à un moment donné de George Miller qui a vu que l'être humain n'est capable en fait de retenir que 7 composants, plus ou moins 2 éléments suivant la capacité de mémoire. Mais concrètement, si vous prenez une liste de nombres et que vous en faites pas juste un grand nombre, par exemple 1 900 000, voilà. Si vous prenez vraiment que des chiffres, et qu'on vous demande de tous les mémoriser, on peut vous donner une liste de 15 chiffres. En général, vous allez en mémoriser en moyenne 7. Certains seront à 5, d'autres à 9, mais la grande majorité des personnes seront à 7. Donc, voilà, le cognitivisme se base sur ça, sur tous nos processus mentaux. Donc, c'est là où on va voir les notions de stockage, de récupération. Il y a pas mal de théories autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui se basent justement là-dessus pour, créer, les bases de certains schémas, de modèles. Donc c'est assez intéressant et je pense que c'est aussi quelque chose assez porteur. Et le structuralisme, là, on est sur, un courant, cette fois, pardon, qui est je l'ai au début un peu mélangé avec, le systémique qui là est plus ancien. Concrètement, là, c'est un schéma où vous allez avoir, en fait, beaucoup d'introspection, ça a été un peu les prémices de la psychologie avec le courant fonctionnaliste où on s'est rendu compte qu'effectivement, la pensée, c'était différent de la philosophie, c'était différent de la religion et on a commencé du coup à concevoir, l'esprit comme un système de traitement global de l'information et c'est un peu les premières bases, les premières pistes qui ont été utilisées notamment sur les premiers modèles d'intelligence artificielle. Donc là, on est vraiment sur, comment, déterminer, par exemple, l'intensité d'un stimuli, la réaction qu'on va en avoir derrière. C'est des courants qui ont, en fait, été un peu après approfondis, comme vous pouvez le comprendre, sur, les précédentes présentations que j'ai fait. Donc ça, c'est pour redéfinir un peu le référentiel et vous allez comprendre, du coup, on arrive un peu plus sur la communication non violente, pourquoi c'était important d'en parler. Parce qu'en fait, la communication non violente, selon son fondateur, donc Marshall Rosenberg, c'est le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Alors, ça peut ça peut paraître un gros mot, mais en fait, c'est concrètement, ce qui va être important ici, comme je le disais sur le courant humaniste, ça va être vraiment de se baser sur le désir, la pulsion qu'on a d'avoir justement, un enrichissement de la vie, donc une production, positive dans les interactions. Ici, ce qui va être important, c'est de créer en fait un endroit de communication, de connexion, de cœur à cœur, comme il cite, en le citant à nouveau. C'est ce qu'il dit aussi dans son ouvrage et ce qui va être important, en fait, c'est d'identifier vraiment, heu, quels sont mes besoins, quelle est mon intention et de pouvoir le partager avec l'autre. Donc pour approfondir un petit peu plus, on arrive donc là, sur la suite, du coup de cette définition où je reviens sur cette notion d'intention qui est importante parce que la CNV, elle va vraiment, inciter et favoriser l'empathie et la coopération plutôt que nourrir la peur et la frustration. Donc vous le verrez après dans le modèle de l'OSBD, il y a ce qu'on va appeler, du coup, la communication, le langage non violent et le langage, du coup, plus naturel, instinctif, où on va ramasser toutes les erreurs qu'on fait tous au quotidien et on verra qu'effectivement dans cette communication, courante, on a plutôt tendance à nourrir la peur et la frustration et ça nuit au cercle vertueux qu'on peut créer, avec la communication non violente. Donc là, ça va être vraiment important, du coup, d'appuyer une nouvelle fois sur cette notion d'enrichissement de la vie, qui va être la motivation et la pulsion sur laquelle on va s'appuyer pour, créer du lien, coopérer et comme je le disais, précédemment, créer une connexion vraiment de cœur à cœur, une connexion authentique entre les besoins des individus. Donc la notion d'intention ici, elle va être vraiment importante. Ce qui va vraiment être le cœur après du développement de la mise en pratique de l'OSBD, ça va vraiment être l'intention
Ensuite, il va y avoir la connaissance de ses besoins, être capable d'avoir un minimum d'introspection pour s'écouter. Donc, c'est vraiment l'intention, l'écoute de soi, et ensuite, la mise en pratique du modèle. Donc, comme je le disais précédemment, l'OSBD, ça va être effectivement cette partie observation. Donc, sur l'observation, là, on est sur une observation objective, factuelle, donc sans interprétation de la situation. Ça va être quelque chose qui va se baser, beaucoup sur des choses très factuelles comme l'espace, le temps, le moment, qui vont être à préciser du coup dans l'échange dès le début, en commençant bien par jeu, comme on le verra après. Ça va être vraiment important d'être différent de l'interprétation. Par exemple, dans une situation où on a notre collègue qui s'est garé en travers, sur 3 places à côté de nous, ça va être important de lui dire, «Tu t'es pas» au lieu de lui dire: «Tu t'es mal garé», d'être vraiment sur quelque chose d'objectif. «Ce matin, j'ai vu que, ta voiture était en travers sur 3 places». Objectif. C'est, dans le temps, aujourd'hui, ce matin, et j'ai vu la voiture qui t'appartient et qui est garée en travers sur 3 places. Donc c'est très important c'est vraiment le début de la communication, et derrière, c'est plus facile de dérouler le reste quand on aurait pu être vraiment déjà bien factuel là-dessus. Ensuite, le S, il vient pour sentiment. Donc ici, ce qui va être important, ça va être d'identifier, d'écouter son émotion. C'est quelque chose de très difficile aujourd'hui. Il y a pas mal d'études qui ont révélé qu'on avait une pauvreté de vocabulaire sur nos besoins, nos sentiments. Pour moi, c'est aussi une grande difficulté pour l'application de ce modèle. C'est notre capacité à avoir effectivement le lexique pour vraiment être précis, pour partager son sentiment. Donc, là-dessus, c'est vrai que ça peut être assez émouvant. Il y a des listes sur internet qui sont assez faciles à trouver quand vous cherchez sur Google. Je l'ai pas forcément précisé là parce que c'est assez émouvant. Beaucoup de gens ont parfois aussi des interprétations différentes de sentiments. Ils vont penser que, tel adjectif, il veut dire pour lui un peu la même chose que celui-là. Donc c'est aussi à chacun un peu d'y réfléchir, mais je pense que c'est intéressant et important de regarder, tout simplement, les mots qui existent pour, exprimer nos sentiments, pour être assez fin sur ce sujet. Ensuite, le B, donc il est pour le besoin. Donc là, ce qui va être important, c'est d'identifier et d'exprimer son besoin, donc qui se cache derrière notre sentiment. On va le voir après, tout simplement, sur la mise en pratique, ça, c'est plus simple, de s'en rendre compte. Et le D, là, c'est pour la demande. Donc, c'est à quelqu'un, mais c'est aussi vis-à-vis de soi, qu'est-ce qu'on demande pour nourrir notre besoin? Donc, ça, c'est une notion assez importante qui peut paraître difficile, mais en fait, quand on a suivi vraiment toute la chaîne, du coup, de l'OSBD, au final, la demande, elle intervient souvent de manière naturelle, et elle est assez facile à exécuter, par rapport, moi, je trouve, en tout cas, hein, sur mon application, au sentiment, où c'est souvent assez difficile d'exprimer avec finesse le sentiment qu'on ressent, et d'autant plus dans le feu de l'action, j'ai envie de dire. Donc, pour revenir, du coup, après sur l'application, qu'on peut en voir. Alors, ça peut paraître un peu barbare là, avec toutes les lignes. En fait, c'est les références des articles scientifiques que vous pouvez retrouver, en tout petit. C'est pour ça que je l'ai laissé quand même, moins visible. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de voir aussi de la mise en pratique qu'il pouvait y avoir dans différents pays, parce que c'était, référentiels culturels différents à chaque fois. Quand on parle justement de Corée du Sud ou de pays plus occidentaux, c'est des cultures différentes, hein, qui peuvent être collectivistes ou individualistes. Et c'est intéressant de voir que peu importe les bassins culturels, ça a toujours du coup, une certaine efficacité, du coup, sur le bien-être et aussi la collaboration des individus. Donc le premier article que je présentais rapidement, je ne vais pas aller trop loin dans les détails non plus pour pas trop charger dessus, mais c'était surtout intéressant de voir que ça pouvait être derrière assez représentatif et empirique surtout. Donc c'est une étude qui a eu lieu en fait, en Corée du Sud, et je l'ai choisie parce que, elle est forcément en lien avec mon expérience, personnelle, parce que c'était du coup auprès de patients alcooliques hospitalisés en Corée du Sud, et ils ont remarqué que justement ce programme où, les patients, ils avaient, de souvenirs comment dire? Un peu comme ce que moi j'avais vu à l'époque, ils avaient une formation par semaine. Je crois que c'était par contre, pendant, 4 mois, si je me trompe pas, le test. Donc ils avaient une intervention par semaine, et ils ont vu du coup un effet, important effectivement sur leurs petits tests et leurs questionnaires qu'ils font passer sur, le niveau d'empathie, d'expression de la colère, de compétences en communication, mais surtout, ce qui était important à identifier là, sur l'abstinence alcoolique des participants. Donc ça montre vraiment que ça enclenche un cercle vertueux important, comme ce que j'avais pu observer, que c'était pas un cas unique. Donc c'était assez intéressant. L'autre exemple que j'ai choisi, il est au Canada.
Là, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant parce que ça montre en termes de collaboration interprofessionnelle, du coup, ce qu'ils ont pu voir en faisant une expérience, donc avec un groupe témoin et un groupe qui a eu, du coup 7 heures, de formation par comment dire? Un formateur certifié, parce que je vous l'expliquerai un peu dessus, mais c'est qu'il y a un copyright aux États-Unis, donc c'est vraiment une organisation un peu comme vous pouvez avoir sur l'agilité avec Scrum, avec Safe. Il y a vraiment ce même formatisme institutionnel qui existe autour de la communication non violente. Et là, ce sont des formateurs donc agréés avec plus de 15 ans d'expérience qui ont fait, du coup, une seule formation de 7 heures avec un groupe témoin et ils ont remarqué justement qu'il y avait déjà eu pas mal d'impacts positifs. Quand je parle d'impacts positifs, en plus, ce sont des impacts qui ont été à chaque fois calculés aussi statistiquement. Donc, toutes les expériences que je présente là, elles sont toutes, valides. Donc ça veut dire qu'elles ont toutes une comment dire? Une probabilité d'avoir été, obtenue par, de manière «aléatoire» entre guillemets par l'agence, qui est inférieure à 0,05. Donc, là, on est même sur les 2 expériences que je vous ai citées là, à 0,001. Donc ça montre que c'est quand même très empirique et ils ont vu donc dans ces groupes, en comparant, une amélioration dans les compétences du groupe vis-à-vis, du coup de leur capacité à développer, à partager les plans d'action dans les 2 groupes de santé. Vous avez aussi eu, en même temps, une amélioration des compétences individuelles en collaboration centrée effectivement sur la clarification des rôles de chacun. Donc ça, c'est aussi un point important quand on travaille en équipe et comme on peut avoir nous aussi avec différents positionnements sur différents rôles avec les internes et aussi les prestataires. Et ce qui était important, c'est de voir qu'ils avaient aussi c'était mieux à même, du coup, d'identifier les effets de la communication spontanée et de mieux comprendre les mécanismes de l'empathie et être dans de meilleures positions pour favoriser le leadership collectif. Donc une meilleure coopération et de meilleurs échanges qui en ressortaient. Donc ça, c'était un effet qui était aussi assez intéressant. Mais ce qui était aussi, bah, encore plus après dans notre secteur, pertinent, c'était de voir que notamment, l'expérience qui a eu lieu, aux États-Unis, donc c'est cette expérience-là avec VARC. En fait, elle est donc, a été réalisée par l'APA, donc c'est l'American Psychological Association. C'est comme je l'ai présenté tout à l'heure en parlant de Seligman, c'est un peu l'ordre des psychologues américains. Et ici, ils ont réalisé pareil, une étude avec un groupe contrôle, donc un groupe qui n'a pas de formation en communication non violente. Ils étaient 61 personnes et une autre, partie qui a été 45 personnes qui, eux, ont eu des formations de 3 jours, de communication non violente, donc 3 jours d'affilée. Et là, ce qui était pertinent dans cette étude-là, c'est que les questionnaires, ils ont eu lieu juste après les 3 jours de formation et après ils ont eu lieu 3 mois après, du coup, cette prestation. Et là aussi, ils ont remarqué du coup donc, dans cette étude qu'il y avait la détresse empathique, du coup dans ces professionnels parmi ces professionnels de la santé qui avait diminué et ils ont vu aussi une augmentation, du coup des facteurs de stress social au travail qui a été évitée. Donc ça, c'est assez intéressant parce que je l'ai pas précisé, mais là, on était effectivement avec des professionnels de santé dans des situations assez compliquées et ils ont pu voir justement que on parle ici d'assistantes sociales, d'éducateurs spécialisés et ils ont vu justement que toutes ces malgré des contextes quand même très particuliers où il y a pas mal de facteurs qui font qu'on peut être impacté, ils ont vu que c'était quand même, qu'ils avaient été quand même bien réduits et la dernière expérience a eu lieu en France. En fait, c'est avec des étudiants du coup, en médecine et pareil, eux, ils ont eu une formation, cette fois qui était de 2,5 jours, donc qui était assez similaire à ce qu'on a pu voir aux États-Unis. Et bah, malgré que la formation était brève, on a pu voir effectivement là aussi que l'empathie subjective, bah, du coup 3 mois après la formation, elle avait été, assez impactée et elle avait été, du coup améliorée. Donc c'était intéressant de voir que sur ces expériences, vous avez à la fois les capacités de collaboration, de coopération, de communication, mais aussi des capacités personnelles comme l'empathie qui ont pu être améliorées par la formation et la mise en pratique des individus. Donc, bah, justement, bah, ça nous amène nous à notre propre mise en pratique. Concrètement, cette mise en pratique donc de l'OSBD, pour redevenir un peu plus concret, cette partie un peu littérature review, elle va se faire justement, comme je l'ai noté là, en prononçant beaucoup le «je» à l'inverse du «tu». Donc, ça va être important pour les exemples que je vous donnais vraiment pratiques par la suite, de vraiment porter l'attention dessus et même quand vous après, si vous avez envie d'essayer, que ce soit au travail, avec votre proche, au sein de votre couple, c'est vrai que c'est aussi beaucoup conseillé souvent, hein, pour les couples, d'utiliser le «je»
Et on va voir que tout de suite, quand on se concentre effectivement sur l'utilisation du jeu avec une intention bienveillante et une écoute de soi, qui est justement, bah, aussi soulignée, on voit que tout de suite ça devient plus simple. Quand on commence par jeu, ça nous amène aussi par travailler vraiment sur ces points-là, l'intention et l'écoute de soi. Donc pour reprendre du coup un exemple pratique, ici, donc quand je parle d'observation qu'on va opposer au jugement, ce qui est la du coup la communication, bah, commune qu'on va avoir, la communication naturelle, mais qui est souvent pas très constructive. On va avoir donc ici, dans une situation, assez classique, je vois que tu écris un SMS pendant que je te parle, qui va être à opposer à: «Tu es toujours sur ton téléphone». Situation que tout le monde connaît, un ami, un conjoint, un collègue, on est en train de lui parler, on rentre du travail par exemple, avec son conjoint, on a une histoire, quelque chose d'hyper important qui s'est passé dans la journée, il est sur son téléphone, on a du «Mmh mh» et voilà, c'est ce qu'on a. Donc c'est important de dire: «Je vois que tu écris un SMS pendant que je te parle». Donc là, pareil, on a le moment pendant que je te parle et on a du factuel. Je vois que tu écris un SMS. Le sentiment, donc j'ai l'impression de ne pas être entendu. Donc ici, on l'a j'ai fait exprès aussi de formaliser de manière enfin, sous une phrase et pas de forcément être vraiment sous un adjectif. Parce que comme je le disais, c'est pas toujours facile d'avoir le glossaire des adjectifs, des sentiments. Donc parfois, si on peut pas, c'est important de juste pareil, d'être le plus constructif sur l'émotion qu'on ressent. Donc là, c'est, une émotion du coup qui est de ne pas être entendu, qu'on partage, qui est différente de la réflexion, l'évaluation: «Tu ne m'écoutes jamais». Quand la communication, l'échange avec quelqu'un, il commence par: «Tu es toujours sur ton téléphone, tu ne m'écoutes jamais», il y a peu de chances que ça se passe bien après. Concrètement, quand on revient après sur l'expression du besoin, pour revenir à ce qu'on disait, donc là, ça va être: «J'ai besoin de te raconter ce qui s'est passé». On a besoin de raconter ce qui s'est passé dans notre journée, que ce soit positif ou négatif. C'est un besoin qu'on ressent. Ça ne veut pas dire qu'il doit être forcément exécuté, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on crée, du coup une connexion de cœur à cœur. Donc on exprime son besoin pour que l'autre, il puisse en faire autant et nous dire aussi, bah, de quelle manière il peut y répondre. Ce qui va être opposé avec ce qui est plus naturel en général, ce qui est en fait, un langage stratégique. Tu ne veux jamais t'intéresser à ce que je fais. Tout le monde, a déjà eu aussi ce petit réflexe au moment d'exprimer justement un besoin après avoir commencé entre guillemets, bah, à juger, à évaluer, à vouloir faire un peu culpabiliser l'autre par exemple. Ça il y a d'autres stratégies qui peuvent exister, mais vouloir le faire justement un peu culpabiliser pour ensuite arriver, bah, à une réponse qui, du coup, bah, derrière convient à notre besoin. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important à différencier. L'expression du besoin, ce n'est pas une expression stratégique. On expose son besoin. «J'ai besoin de te raconter ce qui s'est passé». Et ensuite, on est adepte du coup de formuler une demande. «Est-ce que tu pourrais mettre ton téléphone de côté 10 minutes pour que je t'en parle?» La personne, elle peut accepter, elle peut nous dire que la personne, elle peut être disposée tout de suite à poser son téléphone. Elle a peut-être besoin qu'on attende 20 minutes, 30 minutes, ce qui va être différent de l'exigence: «Écoute-moi». Donc on est vraiment dans la mise en relation, comme je le disais, la connexion de cœur à cœur pour reprendre encore, du coup Rosenberg. Parce qu'en fait, à chaque étape, la personne en face de nous, elle se sent pas obligée et elle est pas obligée d'accepter notre interprétation de la situation, ni, notre interprétation justement derrière de ce que nous on peut ressentir ou de ce dont on a besoin. Ce qui va être important ici, c'est vraiment d'exposer, de mettre à disposition de manière authentique ce qu'on ressent, ce dont on a besoin et de permettre à l'autre aussi de se positionner et en fait, très naturellement, on n'a pas besoin de tous avoir été sensibilisés, du coup à la CNV pour derrière pouvoir, justement communiquer pardon, de manière bienveillante. En fait, quand vous allez avoir, cette structure et vous allez avoir ce langage-là, la personne en face, ça l'amène à vous suivre, en fait et justement, c'est là où, bah, le courant humaniste est assez pertinent. C'est que ça s'appuie effectivement bien positivement sur cette pulsion effectivement d'enrichissement de la vie. Parce que quand vous incitez du coup cette personne, vous exposez pardon à cette personne, votre besoin et vos sentiments, bah, lui, ça l'amène à se positionner et pas à réagir. Donc du coup, bah, après il y a un autre petit exemple qui peut être peut-être donné après, par Lauriane et Sarah, pour voir justement la différence de communication entre, bah, ce langage, naturel en bleu et le langage de la communication non violente, ici à gauche. Je prends l'exemple du coup, Romain, c'est ça? Ça, exactement, ouais.
Si Ok, du coup, je fais le premier. Nous avons un projet commun à rendre dans 3 semaines. Nous avons choisi ensemble les dates de réunion et tu ne t'es pas présenté à aucune réunion. Et du coup, en face, il y a tu évites toutes les réunions de projet qu'on avait fixées. ça. Donc du coup, Sentiment. Ah oui, pardon. Excuse-moi de pardon, reprendre. non, ouais, désolé. Et ouais, du coup, effectivement, c'est vrai que là, on voit quand même assez bien la différence et surtout au travail, on peut voir qu'on l'interpréterait pas pareil. Du coup, j'enchaîne sur le sentiment. Je suis sous pression. Et en face, on a je sens bien que tu préfères me laisser tout gérer tout seul, mais c'est notre responsabilité ce projet. J'ai Ouais, besoin d'avoir confiance dans les engagements pris chacun. J'ai besoin que tu fasses ta part de travail. Et sur la demande, je te propose de refaire un tour des agendas pour que je sois rassurée sur le reste du projet. Et en face, on a alors pense un peu à moi et implique-toi dans ce projet. c'est ça. Donc du coup, effectivement, là, on voit bien effectivement rien que dans le ton en fait que ça amenait à avoir. Quand on commence par le jeu, en fait, ça amène. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Je vais aussi me faire un peu votre feedback, mais je trouve que ça amène déjà à l'oreille un ton qui est plus posé et moins dans le sentiment d'exigence. Je sais pas après ce que vous en avez pensé aussi dans le ressenti, rien qu'en le lisant ou comme on en avait parlé aussi un peu avant. Ben, on est plus direct en fait. Enfin, moi, du côté chacal, entre guillemets, comme on disait, on Ouais, est tout de suite plus franc et direct, ouais. Et ouais, Et du l'intonation clairement. coup, n'est pas la bonne. et moi, je trouve que du coup, dans l'autre partie, on va dire la bonne communication, je trouve que du coup, ça amène plus sur une solution. Il y a plus quelque chose, par exemple, je te propose de refaire un tour, que contrairement du coup à pense un peu à moi, où du coup, bah, en fait, il y a aucune solution qui est dégagée, et c'est juste des reproches. Du coup, l'autre est plus constructif. Ouais, exactement. Bah, tu as tout à fait raison. Comme tu disais, on revient en fait sur cette notion d'intention qui est tout de suite en fait, tout de suite mis en pratique par le jeu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, là, ce qui est vraiment important, c'est l'intention et l'écoute de soi. Et c'est vrai que quand on utilise le jeu, bah, ça découle de soi-même, même l'écoute de soi, parce que quand on prononce le jeu, c'est engageant. Et ça, c'est un aspect assez important. Euh, du coup, voilà. Donc c'était un peu toute ma présentation sur le sujet.